Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous conseille de vous installer confortablement, peut-être même un petit breuvage chaud à la main, parce que j'ai une tonne de jeux à vous parler. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le Quoi Neuf du mois de février. Alors le Quoi Neuf est un de ces segments, un peu comme le throwback, que j'adore faire sur la chaîne parce que ça me permet de vous parler d'une tonne de jeux en rafale. Et encore une fois, s'il y a des titres qui vous intéressent un peu moins ou un peu plus, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez avoir des petits marqueurs de temps qui vont vous permettre d'aller vers les sections que vous voulez écouter, à moins bien sûr que vous voulez écouter toute la vidéo, ce que je vous conseille parce que des fois on peut faire des belles petites découvertes. Donc, ce que j'aime aussi de faire le retour de ces jeux-là, c'est que, oui, je vais vous parler des nouvelles expériences ludiques, mais aussi des jeux que j'ai revisités. Et là, des fois, mon opinion va peut-être changer pour le positif ou pour le négatif, parce que, bon, des fois, on vous parle d'un jeu, mais c'est à ce moment-là précis dans le temps, ça se pourrait que des expériences différentes arrivent, ou le fait de jouer un peu plus, on puisse trouver d'autres failles au jeu. Donc, encore une fois, c'est un format que j'aime, parce que ça me permet de vous parler d'une tonne de jeux. Et là, je commence, comme à l'habitude, avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. J'ai joué ce mois-ci 39 parties de 32 jeux différents. Là-dedans, il y en a 13 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, une belle baguette de jeux variés que j'ai divisé en plusieurs catégories. Je pense que ça fait vraiment, là, j'ai vraiment ratissé large ce mois-ci. Et là, je vais commencer avec mon premier volet, le volet familial. Et là, je dirais que avec les enfants, bon, on va souvent jouer au même jeu, bon, des petits jeux simples, des choses comme Uno, des choses comme ça. En passant, mes enfants ont 7 et 10 ans. Et malgré le fait qu'ils ont été initiés au jeu de quand même assez tôt, c'est pas des grands joueurs en tant que tels. Ils vont accepter de jouer un peu. Ma fille de 10 ans, des fois, a commencé à débloquer un petit peu. Mon garçon, c'est tout récent que je commence à jouer avec lui. Donc, c'est pas vraiment, là, c'est pas des enfants qui jouent nécessairement des longs jeux. C'est ça le problème, souvent. Ça prend des jeux qui sont pas très, très longs parce que l'attention se perd assez vite, particulièrement pour mon garçon. Quoique récemment, ma fille, elle a commencé à faire un petit step-up et j'ai vraiment trouvé ça génial. Et parlant de ce step-up-là, justement, j'ai joué avec ma fille à Agricola Famille, mon premier Rosenberg avec ma fille. Bon, je le sais, c'est une version familiale. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils jouent déjà à Agricola, la vraie version avec leurs enfants. Tant mieux pour vous, c'est vraiment super, mais ma fille est pas encore rendue là. C'est beaucoup trop long pour elle. Non, mais là, lorsque j'ai vu Agricola Famille, ça faisait une couple de fois que je me disais, je vais-tu l'acquérir, je vais-tu le prendre, ça vaut-tu la peine? J'ai déjà Agricola, j'ai déjà Caverna, j'ai déjà une tonne de jeux, mais je me suis laissé prendre par ce jeu-là parce que je voulais vraiment l'essayer avec ma fille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Agricola, il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers avec la gestion de ressources. Donc, on va monter une ferme et on va devoir réussir à aller chercher, justement, faire pousser du blé, faire pousser des céréales, essayer d'accommoder différents animaux qu'on va avoir, essayer de faire en sorte que nos fermiers puissent être nourris parce que c'est un thème très important de la série de jeux de gestion. Et ce qu'on va faire, justement, avec des ressources, gestion de ressources, placement d'ouvriers, on va devoir essayer de se fabriquer une petite machine, une petite ferme qui va bien fonctionner. Et là, c'est certain que c'est sa première expérience d'un type de jeu comme ça. Elle a trouvé les petits animaux très, très mignons, mais elle a quand même bien compris le concept et le fait d'aller chez les bonnes ressources au bon moment. C'est certain qu'elle est un peu moins focusée sur les bâtiments qui vont marquer des points à la fin de la partie. Mais encore une fois, c'est une première pour elle. Et elle a quand même bien relevé le défi parce que je trouve que, malgré le fait que ce soit, oui, Agricola qui retire beaucoup d'éléments, ça reste que la présentation est super belle et le fait que le jeu se joue en 45 minutes est pour moi vraiment un gros plus. Les parties sont quand même assez rapides. Il n'y a pas la section des cartes de savoir-faire, des choses comme ça. Donc, l'espèce de choses qui vient donner toute la saveur à Agricola, oui, mais ça le distille et ça rend une expérience familiale très agréable. Encore une fois, j'ai juste joué à 2. Certain que là, si on jouerait à plus, la durée de jeu risque d'augmenter. Mais je pense que pour jouer à 2 avec elle, ça l'a vraiment été super. Et immédiatement après vous avoir parlé d'Agricola Famille, je parle d'un deuxième titre d'Agricola que j'ai joué également avec ma fille. Agricola, les fermiers de la lande, la Big Box. Bon, le jeu en anglais portait le nom de All Creatures Big and Small. Ça s'est appelé les fermiers de la lande. La dernière version, il est juste marqué Big Box dessus. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, celui-là est un jeu à 2 joueurs. Donc, un jeu de placement d'ouvriers, encore une fois, gestion de ressources, mais que là, notre ferme va focusser sur les animaux. Le petit côté que j'ai remarqué qu'elle avait aimé d'Agricola Famille, de gérer ses petits pâturages d'animaux, eh bien là, ici, c'est vraiment le nerf du jeu, parce que là, on n'aura pas de champ où on va faire pousser justement des céréales, c'est uniquement de créer des clôtures, faire des pâturages.
Encore une fois, elle a vraiment aimé son expérience et moi aussi parce que bon, ça l'amène un peu vers les jeux prochains niveaux en tant que tel. Mais certain qu'encore une fois, comme Agricola Famille, elle a moins un peu focusé sur les bâtiments de points de fin de partie, un peu plus à court terme. Mais ça reste que ça donne des belles expériences de jeu et c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé super. Bon, certains vont me dire lequel on a préféré. Je sais pas. Je pense qu'Agricola est peut-être plus complet, tandis que Agricola, les fermiers de la lande, les animaux, c'est plus concis vers qu'est-ce qu'on fait, c'est plus clair, c'est un petit casse-tête. C'est deux casse-têtes qui sont intéressants. Deux jeux que je suis très heureux d'ailleurs d'avoir pu jouer avec ma fille et le fait que ce soit elle qui me l'ait demandé, je trouve ça vraiment, vraiment génial et c'est bon signe pour moi de l'amener vers des jeux comme ça. Qui sait peut-être à un moment donné un titre un peu plus gros qui se retrouve dans cette liste-là. Je continue avec un jeu que lui, on a joué en famille, donc avec ma fille et mon garçon. C'est King of Tokyo. Oui. King of Tokyo. Non, c'est pas une nouveauté, c'est un jeu qui a beaucoup d'usure même à la maison. C'est un jeu que j'avais joué beaucoup dans mes débuts. Je l'avais sorti avec plein de monde, mais je l'avais déjà sorti un peu avec les enfants, mais ça avait comme pas trop pogné à ce moment-là. Et là, je me suis dit, tiens, je vais ressortir King of Tokyo. Mon garçon aime beaucoup les dinosaures. Là, il y a une espèce de gros dinosaure, Gigasaur. Je me suis dit, il va adorer ça. Et comme de fait, bien sûr, mon garçon est tombé sous le charme de ça. Et le fait qu'il a pris de l'expérience un peu avec des petits jeux de pouce à chance avec les dés où on va brasser et on peut choisir des rerolls. Donc, de choisir les bons dés à garder. Donc, il y a un petit peu plus d'expérience de ce côté-là. Et le fait que le jeu est très, très chaotique, ça bouge, ça brasse. Pour un petit garçon comme lui, c'est vraiment super. Alors, si jamais vous connaissez pas King of Tokyo, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu où on va incarner un gros monstre, un gros kaiju, et on va devoir tenter de jouer au roi de la montagne. Donc, Tokyo est juste un plateau. Et là, on va brasser des dés, on va tenter de faire des rerolls pour avoir des résultats, faire des points, et également donner des coups de griffe aux monstres qui vont être à Tokyo. Et là, si jamais on rentre on devient le roi de la montagne, on gagne des points, et plus on reste là, et plus on va marquer des points, mais là, les autres vont nous attaquer. Très chaotique, mais c'est tellement le fun. Je suis rendu à pratiquement 60 parties de King of Tokyo depuis que j'ai ma copie du jeu. C'est un jeu qui est un indémodable classique, un jeu très familial. On s'entend, c'est chaotique, on brasse des dés, il y a le hasard de ça, les décisions qu'on va faire de ça, mais ça reste que c'est tellement le fun. Et pour ceux-là qui disent « Ah, mais mon enfant sait pas lire parce qu'il y a des cartes », bon oui, on peut leur expliquer, mais au départ, même pour prendre ça plus tranquille, j'ai utilisé une petite variante où on gaspille 3 cubes. Donc quand on reçoit des cubes d'énergie qui servent à acheter des cartes d'habitude, pendant notre tour, on peut échanger 3 cubes d'énergie pour se guérir d'un ou faire un coup de griffe. Donc, ça simplifie la chose pour les premières parties. Mais là, on a entamé avec les cartes et mon garçon et ma fille adorent y jouer. Et tant mieux, ça fait des belles petites parties là, le soir après souper. Je continue avec un autre jeu et celui-là, je vais vous en parler pas plus tard que très bientôt sur la chaîne, les Chroniques de Havel, donc Chronicles of Havel. Il s'agit d'un jeu coopératif, un peu de dungeon crawler. Donc, en fait, on va avoir un personnage et on va devoir tenter de se faire des forces pour réussir à affronter le méchant. Parce qu'au bout de 15 tours, le méchant arrive, la bête, et elle va essayer de ravager le village et on va devoir essayer de protéger nos villageois. Donc, c'est un jeu coopératif. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener sur une carte. On va révéler des tuiles, on va affronter des monstres, on va pouvoir retirer des trésors, aller acheter des choses, aller vendre de l'équipement de manière à se faire de l'argent pour acheter des trappes ou des murs de château qui vont nous aider à pouvoir se protéger. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que d'un, la présentation est merveilleuse, absolument magnifique, le matériel est vraiment top-notch. Le plateau de jeu personnel que j'ai vraiment trouvé génial, où on a une feuille où on peut dessiner le personnage, et là, on va placer un overlay par-dessus, et là, on va pouvoir placer des pièces d'équipement. Donc, l'épée va aller là. Bon, certain que c'est pas énormément complexe comme type d'équipement. Une épée, un casque, un bouclier, et avec la mini-extension, on peut mettre des bottes. Mais le sac qu'on va avoir, on a un sac avec nos objets, et là, les objets vont devoir rentrer de manière physique, donc on va les placer, on peut pas les placer un par-dessus l'autre, on va vraiment les déplacer de manière à les positionner. Bon, c'est pas un gros puzzle, on se le cachera pas, quand on a des armes, on va essayer de les vendre le plus rapidement possible, mais j'ai trouvé que c'était une belle petite touche pour le jeu. Sinon, ça reste un jeu qui offre un bon challenge. J'ai également joué en solo, j'ai perdu lamentablement au niveau de difficulté médium, mais je dirais que le jeu offre assez pour être amusant avec les enfants, mais aussi un jeu plus léger avec les adultes. Bon, on s'entend, on passe les premiers tours à essayer de se faire des pièces d'équipement qui vont nous aider à survivre. Chaque partie va être à peu près comme ça. Il n'y a pas des grands scénarios complexes, des choses comme ça, mais le jeu est directement au point, donc straight to the point. Puis c'est un jeu que je trouve le fun pour ça. Non, c'est pas le prochain Gloomhaven. Non, ça n'a pas le feeling épique que d'habitude un dungeon crawler peut avoir, mais ça offre quelque chose qui est facilement jouable. Encore là, un jeu qu'on peut jouer un soir de semaine. Les parties ont pas été trop longues. La fin, un peu, là, je dirais que des fois, tu sais,
Ça dépend du nombre de joueurs également. Peut-être bien ça va varier d'un enfant à l'autre aussi. Là. Je sais que mon garçon, il serait peut-être un peu trop impatient pour jouer toute une partie de ça. Mais il reste que je trouve que c'est un jeu qui offre des idées intéressantes. Mais encore une fois, vous allez voir une critique vraiment sur la chaîne ainsi que les règles. Donc ça va vous aider à vous faire un œil sur le jeu. Je continue avec un jeu que j'avais déjà joué, qui s'appelle Beyond the Sun. Alors, Beyond the Sun a été mon coup de cœur, mon jeu de l'année 2020. Le jeu était sorti pas mal sur le tard. Le jeu est arrivé un peu plus l'an dernier. Et là, la version française arrive sous peu. Donc, peut-être qu'en Europe, vous l'avez déjà reçue. Je sais qu'ici, au Québec, elle arrive bientôt. On a hâte de la voir. Beyond the Sun est un jeu qui se passe dans l'espace et c'est un placement d'ouvriers. On va devoir faire un arbre technologique. Et là, pour beaucoup de monde, le fait de dire « Ah, on fabrique un arbre technologique », ça va peut-être les turner off. Mais pour moi, ça me stimule hautement parce que dans les jeux de civilisation, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Gérer l'arbre de technologie, des choses comme ça. On débarre une chose qui va nous en donner une autre. Et là, Beyond the Sun prend ce concept-là et le rend partie intégrante du jeu. Donc, on a un côté un à côté où on va pouvoir essayer d'explorer avec des vaisseaux pour aller coloniser des planètes de manière à faire des points, des choses comme ça. Mais à la base, on a un placement d'ouvriers qui se fait où on va développer des nouvelles technologies qui vont être accessibles pour nous, mais que les autres joueurs vont pouvoir aller chercher aussi. Un jeu qui malgré sa présentation, qu'il y a beaucoup de monde qui font comme « Ah, ben ça a l'air fade un peu les plateaux de joueurs ». Moi, je trouve ça absolument magnifique. C'est épuré, mais encore une fois, c'est mon avis. Mais il reste que le jeu est absolument exceptionnel. Il était exceptionnel quand j'y ai joué la première fois l'an dernier. Il est encore aussi bon maintenant. Et maintenant qu'il va arriver en français, peut-être que ça va être une chance pour vous de pouvoir également découvrir cette véritable pépite qu'est Beyond the Sun. Le prochain jeu que je vais vous parler est Bullet Heart. Alors, Bullet Heart, oui, le cœur, l'emoji du cœur fait partie du titre du jeu. Yes. Alors, Bullet Heart est un jeu que j'avais joué à plusieurs joueurs. C'est un jeu frénétique, un jeu très chaotique qui joue très rapide où on va devoir tenter de placer des jetons un peu à la manière pratiquement d'un Candy Crush, quelque chose comme ça. Donc, en gros, le thème, c'est un shoot 'em up. C'est comme des balles qui arrivent à toute vitesse et on doit les éviter. C'est level 99, c'est très manga. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de visuel que ça donne, le jeu est vraiment, vraiment intéressant. C'est un petit casse-tête qui est vraiment fait rapide. Et là, j'avais toujours joué avec l'élément de temps réel. Donc, on a des rounds de 3 minutes. Et là, on pige dans notre sac, on place nos jetons. On doit éviter, justement, de perdre la partie, que nos jetons se retrouvent en bas. Et pour ça, on va devoir faire certains patterns et là, déplacer les jetons de manière à faire ça. Et lorsqu'on joue en multijoueur, c'est vraiment très, très frénétique. C'est très rapide. Et encore une fois, il y a des gens qui aiment vraiment pas ça. D'autres qui aiment beaucoup. Et là, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer en solo. À ma grande surprise, parce que j'avais pas encore lu les règles solo, je me suis rendu compte que la version solo ne prend pas de timer. Donc, c'est vraiment un casse-tête. Donc, on peut s'installer et regarder. Et là, choisir d'un ton décidé ou pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ça devient vraiment un casse-tête. Donc là, c'est plus juste un jeu où on a de la pression, puis spin, push, kick, go, go, go. Là, on peut s'installer, regarder notre casse-tête, puis essayer de le faire de manière optimale. Ça fait en sorte qu'on pense beaucoup à nos choses. On n'a toujours pas le contrôle sur tout ce qu'il va avoir, parce qu'on a un sac dans lequel on va piger et on va placer nos jetons. Mais ça nous permet beaucoup plus de contrôle sur le jeu. Et ça change la dynamique complètement du jeu. Et j'ai vraiment aimé ça. Je sais que je vais avoir plus de misère à sortir le temps réel, mais je pense que juste de le jouer en solo, ça vient de me donner vraiment un deuxième souffle sur ce jeu-là que j'aimais déjà beaucoup. Mais là, le fait d'avoir un casse-tête comme ça en solo, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Je continue avec un petit jeu que je n'avais pas encore joué, que beaucoup de monde avait déjà joué. C'est le jeu Parks. Parks. Là, vous dites, mais là, c'est quoi? C'est là que tu le découvres? C'est un jeu qui date déjà de... Ben oui, je le sais. Parks, c'est un jeu très, très joli. On se le cachera pas. Une belle présentation, un beau visuel, les parcs nationaux, un petit insert, des ressources qu'on va placer dedans. Le jeu, une présentation visuelle hors pair. Il y a le prix aussi qui va avec. Je sais qu'en version française, il est assez dispendieux. Et j'avais quand même hâte de l'essayer parce que c'est le genre de jeu que on peut jouer facilement en début ou fin de soirée avec des joueurs, on peut jouer en famille, on peut également jouer avec des amis qui sont un peu moins joueurs. Et pour ça, je pense que c'est intéressant d'avoir des jeux qui, oui, des fois vont miser plus sur le bling qu'il va avoir, mais le jeu est intéressant quand même. Donc dans Parks, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir collecter des ressources pour pouvoir essayer d'aller aller acheter des cartes, donc des cartes de parcs nationaux. Et là, le système de déplacement est vraiment super bien pensé parce que on a une piste, c'est comme si on faisait une petite balade, et là on va pouvoir déplacer notre personnage aussi loin qu'on le désire, de manière à réaliser l'action. Et là quand les personnages, parce qu'on en a 2, sont rendus au bout, et bien, tous les joueurs vont devoir rentrer au bercail, on va les faire revenir, il va y avoir une nouvelle tuile qui va arriver, on va les mélanger et on va recommencer. Donc on va essayer de trouver un petit moteur, mais j'ai trouvé que le jeu,
malgré le fait que oui, je sais qu'il est très bling, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est bien beau, mais tu sais, c'est pas un jeu qui est absolument incroyable, mais c'est un jeu que je pourrais sortir avec n'importe qui et qui pourrait peut-être amener d'autres personnes vers le hobby. J'ai même également joué à deux joueurs même en gamer en finissant la soirée. J'ai trouvé que le jeu nous offrait des bonnes décisions, des choses intéressantes, et je pense que c'est le genre de jeu qui va rester dans ma collection. Il y a une extension Nightfall que je n'ai pas encore essayé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais il faut que tu joues avec l'extension. Oui, ça va venir. À date, j'ai fait 3 parties de Parks et je dois dire que je suis très satisfait. Je continue avec un jeu à 2 joueurs qui vient d'arriver qui s'appelle Radlands. Radlands est un jeu de la compagnie Roxley Games, une compagnie que j'adore, qui produit des excellents jeux. Dice Throne, entre autres, qui est très très populaire. Et lorsque j'ai vu ça arriver, un espèce de côté un peu plus cartoon, un thème post-apocalyptique, un jeu de duel, intéressant. J'avais passé proche de backer le Kickstarter qui venait avec des tapis qui sont absolument magnifiques, mais finalement, ok, j'ai fait des choix, il faut faire des choix des fois, et j'ai fini par ne pas l'acheter. Et là, lorsqu'un ami à moi m'a dit « Hey, aimerais-tu l'essayer? » Parfait, dans sa version normale, donc sans les tapis, sans la grosse version, le bling de luxe, je me suis dit « Pourquoi pas? » Alors, Radlands est un jeu de duel où on va jouer contre un autre joueur et on va devoir tenter de le vaincre, de battre ses localisations, donc les endroits qu'on va avoir sur notre plateau. Et là, le jeu est placé, malgré tout, avec c'est comme une grille. Et c'est rare que je dise ça, mais je pense que le tapis de jeu, tout en étant juste des espaces pour placer nos 12 cartes comme ça qu'on va placer, ça donne vraiment beaucoup une meilleure vision du jeu au départ. Donc, j'avoue que les tapis me travaillent pas mal. Parce que, sur le coup, c'est drôle parce que j'ai joué au jeu et d'ailleurs, j'ai aimé mon expérience, mais c'est un jeu qui va demander à ce qu'on rejoue quand même assez souvent, puis probablement avec la même personne. C'est ce qu'on appellerait, je trouvais ça drôle, dernièrement un terme, c'est un jeu de coloc. C'est un jeu qu'on peut jouer justement et plus on joue et plus on trouve les petits twists avec les cartes, les combos. J'ai trouvé que le jeu était intéressant, mais après avoir joué, je me suis dit, OK, mais je suis content de l'avoir joué, mais je pense pas vraiment l'acquérir. Et comme de fait, je suis arrivé au magasin et je me suis dit, je l'ai vu, je l'ai pris dans mes mains, je dis, c'est vrai, j'avais trouvé ça bien, là, j'en parle un peu, puis finalement, je suis parti avec. Je me suis dit, tiens, je vais lui donner une autre chance, essayer de l'organiser, de jouer un peu plus. Mais comme je dis, je pense que le jeu offre un potentiel très intéressant. À première vue, c'est certain, il faut aimer les jeux qui sont directs dans ta face. Parce que on se le cachera pas, on fait pas de quartier, c'est un contre l'autre. Tu vas constamment attaquer l'autre va essayer de te nuire. Et là, ça va être comme ça, on va se relancer, on va détruire nos cartes, des choses comme ça. C'est vraiment très, très agressif. Et là, je me disais, je pense que ce jeu-là a probablement du potentiel et je veux vraiment l'essayer encore plus. Ceci dit, une seule partie de jouer, mais Radlands, j'ai vraiment été surpris. J'étais pas sûr, mais là, il m'a travaillé et ça, c'est bon signe. Lorsque je finis une partie et que le jeu me travaille, là, j'y repense, souvent, d'habitude, c'est gage que c'est un jeu qui va m'intéresser. Je continue la liste avec un petit jeu que j'ai acquis qui s'appelle Shelfie Stacker. Oui, je sais. Super cheesy. Le thème est qu'on va se monter une ludothèque. On se monte une Kallax 5x5 et on va devoir placer des dés. C'est vraiment un drôle parce que le jeu reprend énormément d'éléments de Azul et énormément d'éléments de Sagrada, donc un placement de dés, un système de draft de dés qui ressemble à Azul parce qu'on va prendre les dés sur une des offres qu'il va avoir au milieu et là on va les placer. Là les petites règles de placement, on doit toujours placer d'en bas en haut, toujours placer des chiffres en montant et la couleur doit se respecter tout le temps dans chacune des colonnes. La petite twist intéressante de ce jeu-là, c'est qu'on a des cartes, et là, les deux joueurs ont les mêmes cartes en main. Si on joue avec la version de base, là, il y a 8 cartes, numérotées de 1 à 8, et là, on va les jouer simultanément, et on va les révéler. Le joueur avec la carte la plus basse va faire son action en premier, et ensuite, on va monter comme ça, et les cartes nous permettent de pouvoir permuter un peu les règles, de pouvoir changer la couleur d'un dé, le renverser de face, le placer de côté, et là, c'est vraiment un petit casse-tête. Le thème est vraiment là pour ça. On s'entend, on se fait une ludothèque, des jeux de société, un paquet de petits clins d'œil de jeux de société, des faux jeux, des petits bonhommes, des références ludiques un peu partout. Mais ça reste que c'est un petit puzzle très intéressant. Je pense pas qu'il soit à la hauteur de Azul, ni à la hauteur de Sagrada, mais le fait d'avoir un petit puzzle intéressant, un thème sympathique, je me suis laissé avoir et je suis quand même satisfait. Je pense pas que c'est le genre de jeu qui va voir 20-30 parties dans ma collection, mais je pense que le jeu m'a surpris. Je m'attendais à moins, je crois, et j'ai vraiment été agréablement surpris de Shelfie Stacker. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte de jouer qui s'appelle Vampire Rivals. Alors, je vous ai parlé tantôt le terme des jeux de coloc. Vampire Rivals est un jeu en fait, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. À la base, c'est un jeu où on va construire notre deck.
Et on va devoir jouer contre les autres de manière à essayer de gagner. La twist, c'est que, bon, je dis souvent un jeu de duel, mais lorsqu'on joue à plusieurs, on va avoir un rival, et là, si on réussit à éliminer notre rival, on va gagner la partie. Là, tout le monde a un rival différent. Ça permet de pouvoir une espèce de bonne gestion du groupe. Mais là, moi, j'y ai juste joué à 2 joueurs et j'avais vraiment hâte parce que l'univers de Vampire de Masquerade, pour moi, de la compagnie White Wolf, est vraiment un univers riche. Je connais beaucoup le lore, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. J'ai joué beaucoup aux jeux de rôle étant plus jeune et le World of Darkness est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai vu ça arriver avec les différents clans de vampires, les Malkavians, les Toréadors, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le feeling de tout ça. Et je sais, il y a beaucoup de jeux de Vampire qui sont sortis derrière, mais celui-là, j'avais vraiment hâte. Et là, j'ai hésité longuement, Et là, quand j'ai décidé finalement de l'acheter, j'ai réussi à le mettre sur la table et je pense que c'est le genre de jeu que j'aurais voulu plus aimer. Et là, encore une fois, j'ai joué une seule partie. C'est rien. Il y a peut-être des gens qui ont joué à ce jeu-là et qui ont joué beaucoup et qui vont dire « Ah, mais là, t'as pas compris, t'as pas saisi, t'as pas vu toute l'ampleur des possibilités que le jeu offre. » Ben justement, j'ai vu que le jeu offre énormément de possibilités, mais la prise en main initiale est vraiment, vraiment difficile. Et c'est probablement un genre de jeu, encore une fois, un jeu de coloc ou un jeu d'amis qu'on joue intensément à ce jeu-là et là, on fabrique chacun notre deck. Ça prend des joueurs qui sont aussi motivés que toi et je crois que ça prend des joueurs qui vont être intéressés à y retourner et y retourner souvent. C'est un jeu qui va avoir beaucoup de profondeur. On va créer nos decks, on va pouvoir fabriquer nos decks comme ça et je pense que le jeu a énormément de potentiel, mais j'ai pas envie de donner autant d'énergie à ce jeu-là. J'aurais voulu l'aimer, j'aurais voulu que la prise en main soit meilleure, soit plus rapide. Et je suis triste parce que j'étais vraiment parti avec l'idée, je vais acheter les extensions, il y a un nouveau clan, les clans très mères, des choses comme ça. Et là, le lore avec ça, j'ai vraiment super. Mais quand j'ai joué, je pense que il manquait un peu il manque de quoi pour qu'il soit agréable du premier coup. Encore une fois, peut-être bien que vous y avez joué plusieurs parties, vous avez joué genre 50 parties, et là, vous tripez bien raide ce jeu-là. J'aimerais ça, être là, mais malheureusement, je ne le suis pas. Et je pense que le jeu va probablement quitter ma collection parce que je n'ai pas autant d'énergie. Et encore une fois, c'est propre à moi. Hein. J'aime ça avoir beaucoup de jeux, j'aime ça jouer à énormément de jeux différents. Ça m'amène à moins revisiter les jeux souvent et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être joué souvent. Donc, Vampire Rivals, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Je continue avec une soirée de jeux que j'ai eu avec mon ami Joe qui m'a fait découvrir des jeux. Et là, je trouve ça toujours le fun parce qu'habituellement, j'ai tout le temps une tonne de jeux à sortir et là, c'est le fun de m'en faire proposer de temps en temps et de me les montrer. Hein. C'est rare que je me fais montrer des jeux. Le premier jeu a été Masters of Renaissance qui se trouve être une version, ils disent de carte, c'est comme une version carte de Lorenzo il Magnifico, mais Masters of Renaissance, c'est vraiment un jeu avec un petit puzzle intéressant. On a des billes. Et là, si jamais vous avez vu ça, c'est des billes qui vont servir pour les ressources. Donc, quand on va aller chercher des ressources, on va placer une bille et la déplacer. Là, on va un système de ressources bien pensé, un jeu intéressant où on va faire de la gestion de ressources, mais un jeu qui m'a offert un feeling de j'aurais voulu plus. Je m'explique. C'est un jeu qui va faire en sorte qu'on va pouvoir activer, donc à notre tour, on va pouvoir retirer des ressources. Ces ressources-là, on va les placer et on va pouvoir activer, si on veut, notre machine, ce que j'appelle. Et là, on va y aller de gauche à droite et on va activer chacune des pièces, chacune des cartes qu'on a construites pour convertir des ressources. Le problème, c'est que les ressources qu'on va retirer immédiatement, on les aura pas tout de suite dans nos mains. Donc, je peux pas me servir je vais sortir un exemple d'une ressource que j'ai acquis avec une carte immédiatement pour pouvoir l'envoyer dans l'autre et faire une espèce de chaîne, faire quelque chose que j'aime. Donc, ça a vraiment été un peu un petit, tu sais, je pense que le jeu manquait quelque chose. Le jeu manquait de quoi? Encore là, c'est un jeu qu'on trouve à rabais, pas trop cher. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais c'est pas un jeu que je vais faire des pieds et des mains pour pouvoir justement acquérir ou rejouer même. Je suis content de l'avoir essayé. Le jeu offre des choses intéressantes, mais je pense que c'est mon opinion finale. Le prochain jeu que j'ai joué, c'est Witchstone. Witchstone, je connaissais pas grand-chose de ce jeu-là et quand j'ai joué, j'ai été surpris. C'est un bon petit jeu intéressant. On a une espèce de chaudron de sorcière. Bon, ça va rappeler un peu Charlatan de Belcacel alors que le jeu est complètement différent. Mais on va avoir un élément de positionnement sur le plateau de jeu. On va être amené à déplacer. Tout est joué avec des tuiles qu'on va placer sur notre plateau. Et les tuiles, on va les activer pour les zones. Donc plus la zone est grande avec un certain icône, on va pouvoir l'activer plus souvent. Et là, ces icônes-là vont servir à une tonne de choses, de déplacer nos personnages. Également d'aller se déplacer sur le plateau de jeu. Je trouve que le jeu est très intéressant. Ça, je dirais pas non à une partie. C'est pas un jeu que je vais aller acheter, mais c'est un jeu que j'ai trouvé ça surprenant parce que je m'attendais vraiment à rien. J'avais aucune attente envers ce jeu-là et j'ai vraiment trouvé ça très sympathique. Ceci dit, on a joué à 2 joueurs. Je suis certain qu'à 3 ou 4 joueurs, ça brasse un petit peu plus et ça bouge plus. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte de jouer. Je l'ai acquis. Je l'ai joué pas plus tard que hier. Brick
and Mortar. Un jeu de magasin. Donc, un jeu économique, on va devoir aller chercher des ressources, en fait, des différents types, les stocker dans notre magasin et les vendre. Donc, un jeu de supply and demand. Donc, on va tenter de devoir aller acheter des ressources pas chères, essayer de les revendre plus chères. Un petit concept de jeu économique que j'adore. Et là, j'ai joué une seule partie à probablement le pire player count, parce que c'est un jeu qui va miser beaucoup sur les interactions à plusieurs joueurs, mais j'ai joué à 2 joueurs et j'ai vraiment aimé ma partie. Seul bémol, par exemple, c'est que les premières parties peuvent être assez difficiles. L'autre joueur avec qui j'ai joué, bonjour PY, je suis vraiment désolé, mais ça n'a pas été à son goût, la partie. La partie a été très difficile parce que en début de partie, il y a eu des choix qui ont été faits, et là, c'était notre première partie à nous 2. Et là, il a fait des choix qui ont été peut-être un peu, qui ont pas laissé vraiment de chance, et ça fait en sorte que ça a fait mal à sa partie. Des fois, des décisions qu'on peut faire vont venir nous hanter. C'est un jeu qui offre pas beaucoup de rattrapage. Et pour un jeu économique, c'est correct. C'est un jeu qui va miser sur le fait que on va vraiment voir qu'est-ce qui va se passer sur la table. Parce que, exemple, si jamais je décide d'avoir un magasin de vêtements, je vais essayer de faire produire des cubes de vêtements pour les acheter et essayer de les vendre à plus gros prix. Si jamais les autres joueurs me voient y aller, ben là, ils vont essayer de s'acheter un magasin de vêtements également pour pouvoir venir compétitionner avec moi avec les prix. Et là, ça va s'en suivre une guerre de prix. On va choisir les prix en secret et on va déterminer certains prix. Le joueur qui va pouvoir les acheter le plus cher ou les revendre le moins cher, bien sûr, va pouvoir justement faire rouler ses cubes et faire de l'argent. Et ça fait en sorte que si jamais on récolte pas beaucoup d'argent pour un tour, ça risque de faire mal. Il reste que j'ai très hâte de rejouer. C'est un jeu qui est pas très connu. C'est un jeu qui a un très beau matériel, mais qui est assez cher. On se le cachera pas, c'est un jeu qui est pas donné du tout. C'est un jeu que j'ai acheté en import, là. Ça veut dire qu'il est pas disponible dans les boutiques en tant que tel. C'est un projet Kickstarter qu'il y avait eu. La boîte, encore là, une petite boîte quand même très très bien remplie. J'ai vraiment aimé le concept du jeu. J'ai hâte d'y rejouer. Je trouve ça triste que l'autre joueur avec qui j'ai joué, sa partie a vraiment été sous-optimale. Soit dit en passant, j'ai gagné. Mais moi, ça roulait bien. J'ai vraiment un feeling d'avoir mes stocks, d'avoir de l'argent, de pouvoir rouler ça. Et je pense que c'est un jeu c'est mon genre de jeu. Encore une fois, j'aime les engine builders, j'aime les jeux où on a des machines, j'aime même les multiplayers solitaires où que je regarde mon petit plateau de jeu puis je pense qu'est-ce que je vais faire, je vais placer ça là, je vais placer ça là. Mais je pense que ça, c'est un jeu qui amène beaucoup d'interaction, un peu comme Magnate où on va devoir se positionner différemment de manière à profiter des jetons des autres pour pouvoir bénéficier de ça. Donc c'est un jeu très tactique où on doit réagir au quart de tour et de voir qu'est-ce qui se passe autour de la table. On peut pas dire je vais aller là avec une stratégie précise comme beaucoup d'euros que je vais essayer une stratégie comme ça cette partie-ci. Non, il faut vraiment s'ajuster au quart de tour et c'est vraiment le genre de jeu qui me stimule énormément et que j'adore. Je continue la liste avec... ça commence à arriver à la fin. Unlock. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des Unlock et là on a eu c'était la fête à une amie et on a fait 2 scénarios de Unlock et j'ai vraiment trouvé ça super. Ça faisait longtemps que j'y avais joué. JP les a pratiquement tout fait. J'ai fait le scénario Level Up et j'ai fait également un scénario de Sherlock Holmes. 2 scénarios que j'ai bien aimés. On a dépassé le temps. Je suis pas super bon à ces jeux-là, mais on a eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je vous invite si jamais ça vous intéresse. JP a fait une superbe série sur tous les Unlock. Si jamais vous voulez vous y retrouver. Sinon, ça reste des jeux qu'on a toujours énormément de plaisir et pas de photos pour pas de spoiler. Maintenant, j'arrive au moment de la vidéo, Je vous avais dit que c'était une pas pire vidéo, ça. Donc, on arrive au moment que j'avais très hâte de vous parler. C'est parce que j'ai eu une journée très spéciale chez moi. Donc, samedi dernier, j'ai reçu de la grande visite. J'ai reçu ces gars-là. Alors, JP de la chaîne, qu'on se voit pas souvent. En vrai, les gens ont peut-être l'impression des fois qu'on est tout le temps ensemble, mais bien non, c'est bien rare qu'on ait l'occasion de jouer ensemble. Et on était joints avec Joe, anciennement de la chaîne, et également mon ami Jeff, donc Jeff Gauthier, le designer de Goblivion. Et là, on s'était préparé pour un samedi. On s'est dit, hey, on va jouer à des jeux toute la journée, une espèce de game day. On a préparé ça. On avait très très hâte. On avait une liste de jeux incroyables à jouer. On a plein d'idées, parfait, on jouera peut-être à ça ou peut-être à ça. Et finalement, on a joué à 2 jeux. La raison, c'est que oui, on était content de se voir puis on avait de la jasette, mais on a fait une partie absolument épique de Clash of Culture, la monumentale édition, donc la nouvelle édition du jeu. Pour ceux qui connaissent pas Clash of Culture, c'est un jeu de civilisation. On va devoir créer notre empire avec un arbre de technologie, une présence sur le plateau. On va explorer, on va pouvoir faire la diplomatie avec les autres joueurs. C'est tout ce que un jeu de civilisation peut vous offrir. C'est le meilleur jeu de civilisation, je trouve, à mon humble avis, qui existe. Le jeu reprend même beaucoup d'éléments de Sid Meier's Civilization, le jeu de vidéo, et le fait même mieux que le jeu de société qui porte son nom. Donc Clash of Culture, c'est vraiment mon jeu de civilisation. Ça a été une partie absolument épique, une partie qui a duré 5h30. Bon, je le sais, peut-être bien que c'est long,
Je suis pas un gars qui affectionne particulièrement les longs jeux et je sais qu'il y a des parties qui peuvent se faire vraiment plus rapides. Il y a bien du monde qui va dire, ah ben, coudonc, ça commence à prendre de temps. Oui, non, on fait nos parties en 3 heures. Peut-être. Nous, c'était 4 gars que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas joué à ce jeu-là. On a eu du plaisir comme ça se peut pas. Le temps a passé tellement vite. Une partie très longue. Une partie, je pense que je pourrais passer une vidéo complète à raconter les histoires qui se sont passées avec JP et sa civilisation de la Chine qui est restée dans son coin, qui a finalement décidé d'attaquer les autres. Et là, je veux pas faire de parallèle par rapport à la situation mondiale, quoi que ce soit. On a eu beaucoup de plaisir à jouer notre jeu de civilisation, malgré le fait que ce soit terminé de manière assez difficile pour eux. Hein. Ils ont essayé de tous se revirer contre moi et j'ai finalement survécu. Donc après que JP m'ait volé ma capitale, Joe a décidé d'aller backstabber Jeff en arrière et là finalement ça m'a laissé l'occasion d'aller rechercher ma capitale. Après ça, je me suis fait plein d'armées militaires, je me suis fait un blocus militaire, je me suis mis dans mon coin, je me suis mis par-dessus et je me suis mis en tortue pour essayer de survivre aux attaques des autres peuples et j'ai gagné la partie. Mais ce que je retiens de ce jeu-là, de un, oui, c'est un de mes jeux que j'adore. De 2, j'ai eu du plaisir, ça n'a pas de bon sens avec les gars. De 3, si vous vous demandez d'un point de vue ludique, mais qu'est-ce que la nouvelle version amène? Eh bien, la nouvelle version amène de 1 du nouveau matériel. L'extension est incluse dans la boîte, que je conseille d'ailleurs. C'est pas vraiment comme si ça rajoutait énormément de règles. Et le jeu nous offre justement là un nouveau visuel un peu revampé. Il y a des petites choses qui sont différentes. Les règles sont relativement les mêmes, mais il y a des petites twists comme par exemple les dés de combat où on va les lancer. Il va y avoir des icônes et là selon les unités qu'on va avoir. Et je trouve que cette petite addition-là rajoute un petit thrill au combat. Si on rebalancé quelques petites choses. Vous avez le jeu Clash of Culture au complet, c'est pas nécessaire d'aller chercher la version monumentale. Mais si vous êtes comme moi, la belle grosse boîte, et c'est un jeu que même si je le sors une fois par 5 ans, c'est déjà une fois qui va être absolument épique. C'est un jeu qui va rester dans ma collection tout le temps. Un gros jeu. Et là, j'ai même envie d'y rejouer à 2 joueurs. Je sais qu'à 2 joueurs, c'est pas l'idéal, mais j'ai envie d'y redonner une autre chance pour voir si à 2 joueurs, quelle va être mon appréciation. Je sais qu'on peut également faire des parties courtes, donc on peut couper grandement la durée de jeu, là. Soyez pas intimidés par le 5h30 que j'ai dit, ça a été notre partie. Je sais qu'on peut faire justement des parties beaucoup plus courtes. Il reste que Clash of Culture, absolument épique et surtout en bonne compagnie. Et là, après notre grosse partie de Clash of Culture, on s'est aligné pour un petit jeu pour finir la soirée. Ride the Rails. C'est un jeu de train de la compagnie Capstone Games avec un design très très beau de Yann O'Toole, donc un visuel très très joli. C'est un jeu très très simple de train. À notre tour, c'est facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre possession d'une des compagnies de chemin de fer, une share, donc une action de la compagnie, et on va sous la forme d'un petit train, et on va le placer. Et là, on va faire un réseau ferroviaire, pardon. On va devoir livrer des passagers, et là, selon les liens qu'on va utiliser, on va pouvoir faire de l'argent selon le nombre d'actions de la compagnie. C'est un jeu de train dilué, vraiment simplifié, vraiment simple. J'ai vraiment aimé le jeu. Il reste que c'était un peu peut-être après une partie de Clash of Culture, c'était un peu plus terne, je dirais, comme expérience de jeu. C'est un jeu que j'ai bien aimé, j'ai hâte d'y rejouer. C'est des jeux qui sont intéressants. Ils se jouent habituellement à justement un minimum 3 joueurs parce que pour que ça rajoute de l'interaction et que ce soit amusant. Mais c'est un jeu, encore une fois, qu'on veut vraiment se baser, regarder qu'est-ce qui se passe sur le plateau de manière à faire des choix optimaux. Et je pense qu'on était tous un petit peu fatigués, donc les choix ont pu être pas très très optimaux. Donc, ça fait le tour de j'ai réussi à passer ma liste. Hein, je n'ai pas parlé de tous les jeux non plus, mais j'avais vraiment beaucoup de jeux à vous parler. J'avais vraiment beaucoup de belles expériences à partager et surtout parler de ma journée de jeu que j'ai vraiment appréciée. Et là, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Et je vous invite également à aller voir dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez nous encourager via la plateforme Patreon, vous allez avoir le lien pour voir toutes les informations. D'ailleurs, parlant de nos backers Patreon, je veux vous remercier, vous qui nous supportez, qui nous endurez et qui nous motivez à continuer à faire ce qu'on fait. Alors merci à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et Marc Boudreau. Merci de nous supporter sur la chaîne. C'est toujours très, très agréable de voir les gens justement qui croient en notre projet et surtout de voir l'interaction qu'on peut avoir. Parce que oui, je vous invite à l'écrire dans les commentaires également. Y a-t-il des jeux que je vous ai parlé que vous avez joué, que vous êtes intéressé à en savoir plus? Bon, je prépare une critique de les chroniques de Havel très très bientôt avec les règles, mais y a-t-il d'autres jeux qui vous intéressent que je vous en parle? Ça va me faire plaisir de le faire encore une fois dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir vous répondre et on va pouvoir faire une petite discussion de jeu. Donc, je pense que c'est assez long comme vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je pense que ça fait énormément de jeux à vous parler. Je pense que moi-même, je suis dû pour un bon grand verre d'eau parce que, bon, à force de vous parler comme ça de jeux, ça déshydrate cette affaire-là. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2
Bon, je le sais. Au début de la vidéo, j'avais dit relaxant. Je suis pas relaxant pantoute quand je parle.